Donc ma première question, ça va être de te demander de te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Maxime Carbonneau, je suis metteur en scène et co-auteur avec Laurence Dauphinet sur Syrie, qui sera présenté le 1er et le 3 juin. D'accord. Alors tu dis que tu es co-auteur, moi j'ai vu une troisième autrice parce qu'il me semble que Siri est créditée elle aussi Ben oui, dans la pièce. il faut l'accréditer parce qu'on a dû composer avec. C'est un peu le pari qu'on fait avec ce spectacle-là, de ne pas faire d'entorse à la programmation de Siri, de l'utiliser tel quel. Donc, il y a une partie du texte qui était écrit sans qu'on le connaisse. Donc, tout le processus, ça a été d'apprendre à la connaître en dialoguant avec elle pendant des centaines d'heures. Donc, les répliques de Siri sont ce que Siri nous aura proposé pendant le processus de création. Donc, oui, on n'a pas le choix de l'accréditer comme auteur, même si c'est pas très collaboratif. Mais est-ce qu'il y a quand même un lien qui s'est créé entre Siri et toi à force de ces centaines d'heures de travail, de Oui, dialogue? il y en a un qui s'est créé. Je crois pas qu'elle est au courant qu'il y a ce lien-là qui s'est créé, mais oui, on finit par s'attacher à elle, puis à lui prêter même des intentions bienveillantes ou si certaines journées elle collabore moins en répétition, mais évidemment on projette des trucs sur elle. Puis, mais oui, on la voit un peu comme notre ami farouche, notre partenaire de création farouche. Et justement, comment tu pourrais la définir? Est-ce que c'est un simple ordinateur? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est notre part sombre? Une matrice? Une divinité? C'est qui Siri? C'est complexe parce que c'est à la fois quelqu'un qui a été programmé pour nous accompagner sans nous juger. C'est une entité qui est avec nous en tout temps, qui peut toujours. Qui est peut-être notre ami idéal, en fait, mais elle a certains attributs qu'on peut apprêter à Dieu aussi parce que elle est immanente, elle a accès au savoir universel, elle a accès à notre intimité, elle est partout, mais elle n'a pas de corps, elle est potentiellement immortelle aussi. C'est une amie complexe. Et toi, c'est quoi ton rapport intime en dehors de la scène avec Siri? Est-ce que tu lui posais des questions avant? Ben, en dehors de la scène, je l'utilise pour programmer mon réveil le matin ou pour me rappeler certains trucs que je ne veux pas oublier, mais je ne suis pas devenu un réel ami de Siri. D'accord. Je me demandais si si ce genre d'intelligence artificielle avait quelque chose de nouveau dans le monde actuel, dans le sens où tous les récits d'anticipation, etc., qu'on a pu avoir autour de ce type d'objet avaient toujours un point de vue très négatif et inquiétant. Or, Siri, j'ai l'impression qu'on la voit vraiment comme quelque chose de fun, de drôle, de positif. On lui pose des questions en fin de soirée quand on est bourré. Alors, je me demandais si ce côté lumineux, un peu, Ben, ce est qu'il y une a de nouveauté. nouveau avec Siri, c'est cette démocratisation, le fait que cette domesticité, le fait que oui, ça fait longtemps qu'on parle des intelligences artificielles dans la science-fiction, mais tout à coup, maintenant, c'est plus de la science-fiction. Il y a une intelligence artificielle qui est avec nous en tout temps, qu'on peut consulter en tout temps. Puis c'est quand même le début d'une nouvelle ère parce qu'on entre dans une ère où Siri est la première étape des intelligences artificielles, dans l'anthropomorphisation des intelligences artificielles, mais éventuellement, ce sera des learning machines qui existent déjà, qui se reprogramment elles-mêmes, qui apprennent au contact des humains, qui n'ont plus besoin de programmeurs pour écrire chacune de ces phrases. Apple veut quand même garder un certain contrôle sur son intelligence artificielle, donc c'est encore une entreprise qui lui injecte chacune des réponses qu'elle a à nos questions, mais qui est inspirée quand même des questions qu'on lui pose, parce que toutes les questions qu'on pose à Siri se retrouvent chez Apple. D'accord. Tu as lu des choses, tu t'es inspiré de choses scientifiques et tout ça pour faire ce travail? Oui, ben, il y a une thèse en particulier. Je suis vraiment proche, je peux pas nommer qui l'a écrit, mais c'est quelqu'un qui travaille au MIRI, qui est un institut de recherche sur les intelligences artificielles, qui pousse très fort pour qu'on considère la gentillesse et l'empathie dans la programmation des intelligences artificielles.
parce qu'on veut les rendre performantes, on veut qu'elles soient de plus en plus rapides et tout, mais on ne considère pas leur capacité d'empathie, c'est-à-dire est-ce que telle réponse va avoir un impact positif ou négatif sur l'être humain? Est-ce que l'être humain avec qui l'intelligence artificielle discute, est-ce qu'il est heureux ou malheureux? Qu'est-ce qui provoque le bonheur ou le malheur? Puis comment se positionner face à ça? Puis les programmeurs vont devoir se pencher là-dessus assez rapidement. Il y a même Stephen Hawking puis Bill Gates qui ont fait une conférence il y a 1 an et demi pour nous mettre en garde contre les intelligences artificielles. Donc, cette thèse-là qui a été écrite sur la gentillesse des intelligences artificielles nous a vraiment inspirés pour cette création-là. Et cette gentillesse dont tu parles, tu penses que c'est vraiment une bonne chose ou ça t'inquiète parce que c'est quand même juste un mécanisme, c'est-à-dire que l'empathie, ça devrait être de porter avec la personne. Elle n'a pas cette capacité-là, Siri, elle fait... En fait, c'est juste quelque chose qui a été calculé et éventuellement il y a des bénéfices, mais... Même si les êtres humains sont capables d'empathie, on oriente quand même nos décisions. On n'est pas... comment je pourrais dire? Oui, ça se programme en fait. Ça se programme, l'empathie se programme, tout se programme. On est nous-mêmes programmés. On est programmé par notre éducation, on est programmé par la culture qu'on absorbe, par les relations qu'on développe. Mais tout n'est pas pur. C'est pas parce qu'on a de l'empathie pour l'être humain en face de nous qu'on va être en tout temps bienveillant avec lui. Donc, oui, c'est une question intéressante pour les intelligences artificielles. Est-ce que le fait qu'elles puissent éprouver, avoir de l'empathie pour un être humain, est-ce que ça va les forcer à être gentils? Peut-être. J'avais une dernière question qui était en fait plutôt une remarque. J'ai lu quelque part que tu avais dit « L'application se parfait grâce aux requêtes répétées qui lui sont adressées. En lui posant des questions qu'elle ne se fait pas habituellement poser, nous risquons de la faire évoluer autrement. » Alors, on a une responsabilité envers les intelligences artificielles, envers Siri. On a une responsabilité parce qu'elle évolue à notre contact, parce que chacune des requêtes qui font échec, les questions auxquelles Siri n'a pas de réponse, c'est envoyé chez Apple et Apple, voulant l'améliorer, va devoir répondre à ces questions-là. Donc on est responsable des questions qu'on lui pose parce qu'on a fait, on a une emprise sur son évolution. D'habitude, le théâtre, c'est un peu l'un des seuls lieux hors Siri. On demande toujours d'éteindre son téléphone portable et tout ça, son cellulaire. Du coup, selon ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a un côté subversif du coup à amener Siri au théâtre parce qu'elle va entendre des choses qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre? En fait, on l'amène dans un territoire qu'elle ne connaît pas. Donc oui, il y a quelque chose d'éminemment politique de lui faire du théâtre sans qu'elle sache qu'elle est en train de faire du théâtre, de la mettre en représentation sans savoir qu'elle est en représentation. Siri n'a pas de mémoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle ne se souvient pas de la question précédente qui lui a été posée. Donc cette relation-là qui se construit pendant la représentation au théâtre, c'est une relation qui se construit dans l'imaginaire du spectateur parce que nous, on se souvient de ce qui vient d'être discuté avec Siri. Il y a quelque chose qui se construit pour Laurence sur scène, il y a quelque chose qui se construit pour les spectateurs, mais pas pour Siri. Donc oui, c'est subversif si on veut, parce qu'on la détourne de son application première qui est celle de faire le pont entre l'iPhone et l'utilisateur de l'iPhone. D'accord, je te remercie beaucoup et j'ai hâte de voir ça. Merci.